tous, merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints pour cette soirée. On est heureux de vous accueillir dans une nouvelle occasion de venir discuter du travail et plus particulièrement du management du travail. Mais je vais laisser mes collaborateurs vous accueillir. Et d'abord Monsieur Jam, qui est vice-président de l'université en charge de la formation continue et de la professionnalisation. Bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Donc, je tiens à remercier au nom de l'université et du président, en particulier de son président, l'ensemble de nos partenaires participant à cette demi-journée de travail et d'exposer sur la thématique de la qualité de vie au travail et du management. Une thématique éminemment importante pour nos sociétés modernes. On sait aujourd'hui, enfin on le sait depuis longtemps, que la qualité au travail fait beaucoup dans l'engagement des collaborateurs au sein de l'entreprise et donc des performances de l'entreprise. Et moi aussi, je suis aussi très content aujourd'hui d'être là parmi vous quand je vois aussi un certain nombre d'étudiants, parce que tous les étudiants qu'on forme à l'université, la plupart d'entre eux ont vocation à devenir cadres et donc à s'occuper de ces problématiques de management. Et faire très attention, enfin, aujourd'hui, dans les formations universitaires, on traite trop peu de cette thématique. Et pour moi, aujourd'hui, ce que vous avez fait cet après-midi dans les ateliers, c'est très important. Et si on peut le dupliquer plus largement sur plus de formations universitaires, je pense que ça sera un vrai plus pour la formation de nos étudiants. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je ne vais pas monopoliser la parole. Encore merci aux équipes donc de l'UFR-STAPS, donc nos collègues ergonomes. Encore merci à l'ensemble de nos partenaires. Et j'espère que vous aurez une soirée riche en échanges et que ça fera progresser l'ensemble du collectif, on va dire. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, Monsieur Jam, de nous accueillir effectivement dans ces locaux. Bienvenue à toutes et à tous. En tout cas, moi, je suis effectivement très heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette 14e édition de la Semaine pour la qualité de vie au travail. Donc, je suis Anne-Cécile Lombardi. J'ai le plaisir d'animer les activités de l'ARAC, de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement en Auvergne. Alors, je ne sais pas si c'est une offense de vous présenter en quelques mots qui nous sommes. L'ARACT fait partie d'un réseau, le réseau ANACT-ARACT, l'ANACT étant l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On aura certainement l'occasion d'y revenir tout à l'heure, puisque nous avons un représentant de l'ANACT à la table ronde. L'ANACT, le réseau est né il y a 40 ans de la volonté des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, de faire avancer la question des conditions de travail dans les entreprises. L'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes accompagne donc des entreprises, des organisations pour moderniser leur organisation, pour améliorer les conditions de travail et en faire un levier de performance. Tout ça par des démarches concertées qui associent l'ensemble des acteurs internes de l'entreprise, qu'ils soient direction, salariés, représentants des salariés. Alors, ces rendez-vous Semaine pour la qualité de vie au travail sont des rendez-vous annuels, donc c'est le 14e rendez-vous comme on le disait tout à l'heure. Ils ont pour vocation de mettre en débat les liens, la recherche d'équilibre entre les questions de conditions de travail et de performance dans les entreprises. Il s'adresse aux acteurs entreprises, bien évidemment, aux salariés et à tous ceux qui les accompagnent, cabinets, conseils, acteurs relais. Alors cette année, le thème que je ne vais pas déflorer, je laisserai à nos spécialistes la priorité de vous dire quelle est l'ambition, en tout cas, de la question que l'on pose en disant un management du travail ou un management de qualité, ça s'apprend, point d'interrogation. Alors, effectivement, si on pose cette question,
On a tenté déjà d'y répondre aujourd'hui, parce que la journée ne démarre pas que maintenant. Elle a démarré en tout début d'après-midi avec des ateliers collaboratifs qui ont rassemblé des étudiants de disciplines différentes, d'origines différentes, ergonomes, managers et ingénieurs de Polytech, qui ont travaillé sur des cas concrets, des situations, des projets présentant des dysfonctionnements et qui ont partagé leur analyse des situations et en essayant de voir comment le management pouvait être un levier, en tout cas pour faire avancer ces questions de conditions de travail et d'organisation du travail. Alors, les ateliers collaboratifs, d'ailleurs, ont produit un certain nombre de bonnes idées, de messages clés que vous retrouverez à l'accueil pendant le temps du cocktail, et vous pourrez partager avec les étudiants qui seront là, j'espère, en tout cas les messages qu'ils ont retenus. Vous dire que cette initiative originale, en tout cas que nous avons montée grâce à l'implication de nos partenaires. Alors, nos partenaires, bien évidemment, le département d'ergonomie de l'UFR STAPS, qui a co-élaboré à cette initiative. Également, les étudiants et les responsables de promotion de Polytech et de l'école de commerce. Les responsables sont avec nous dans la salle. En tout cas, sans eux et sans les étudiants, bien évidemment, cette initiative n'aurait pas eu lieu. Alors, ce n'est pas la seule, en tout cas de cette nature en France. Cette initiative, elle s'inscrit dans un projet plus large que l'on appelle le projet Faire École du réseau Anactaract, qui a pour vocation ou ambition de contribuer à enrichir les formations initiales et continues, puisqu'il y a des étudiants aujourd'hui en formation continue dans cette salle, enrichir leur formation par les enjeux de la qualité de vie au travail, en tout cas sur cette question-là, s'adressant à des futurs managers que vous serez. Je remercie bien évidemment donc tous nos partenaires historiques d'avoir contribué à cette première journée, notamment les équipes de la CARSAT Auvergne, qui, dès l'émergence de notre idée, en tout cas, se sont enthousiasmés pour travailler avec eux, sachant que c'est aussi une de leurs missions d'irradier, d'inonder, en tout cas, dans les formations de la question des conditions de travail. Je remercierai rapidement les partenaires. Anne va les présenter un à un. En tout cas, les entreprises qui se sont mobilisées à la fois pour les ateliers et pour la table ronde ce soir. Nous avons l'entreprise Socopa Groupe Bigard et les ateliers industriels de l'aéronautique de Clermont-Ferrand. Et bien évidemment, les autres partenaires qui vont être présentés, qui apporteront leur point de vue sur cette question du management et du management du travail à l'occasion d'un débat que je vous souhaite moi aussi riche en échanges, questions, réactions, que nous pourrons donc poursuivre à l'occasion du petit cocktail à l'issue de ces échanges. N'ai-je rien oublié? Anne, qui va animer les débats, à qui je passe le micro. On verra. Du coup, Fabien, on te récupère à la table ronde. Bonsoir, merci. Donc, je travaille également à l'ARACT, Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous nos invités d'être là. On va donc se poser la question ce soir de le management. On va parler de management, on va parfois parler de management de qualité, parfois de management du travail. En tout cas, on va essayer de se demander ensemble de quelle façon le management doit évoluer pour répondre à des enjeux d'amélioration de la performance et de qualité de vie au travail. Donc on va se demander pourquoi aujourd'hui il semble important de faire évoluer les pratiques managériales, pourquoi et vers quoi il faut faire évoluer ces pratiques.
Ça sera le premier temps de notre table ronde. Et puis dans un deuxième temps, l'idéal, c'est de se dire quels sont les leviers qui permettent de faire évoluer les pratiques de management du côté de la formation, mais aussi du côté des pratiques en entreprise. Il y a un petit hashtag Twitter, hop, au passage. Et donc nos invités pour parler de management, donc Hélène Farfelan, vous êtes responsable qualité et animation QVT, donc on l'a dit, à l'entreprise Socopa du groupe Bigard, donc une entreprise qui travaille dans la filière viande. Vous êtes sur un site de 600 salariés dans l'Allier. Voilà, et vous nous parlerez de la place des managements, notamment dans la politique santé-sécurité que vous mettez en œuvre. Michel Bracmont, vous êtes sous-directeur gestion, organisation de l'AIA. L'AIA, ce sont les ateliers de l'industrie aéronautique, parmi les derniers ateliers industriels du ministère de la Défense à Clermont-Ferrand, 1500 salariés, et vous avez en charge depuis peu de la maintenance de l'Airbus A400M. Rosa D'Acosta, vous êtes secrétaire régionale et vous représentez la CGT. Et donc vous êtes en Auvergne. Alain Brault, vous êtes le président de l'ARACT et vous êtes un représentant du MEDEF. Nous avons avec nous Fabien Coutarel, donc connu a priori dans cet amphithéâtre, mais néanmoins, pour ceux qui ne connaissent pas, Fabien, vous êtes enseignant-chercheur et ergonome et en charge d'une formation ici, dans cette université. Patrick, tu es chargé de mission à l'ANACT, donc à l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Et donc, tu es aussi intervenant et formateur en entreprise et tu as notamment travaillé sur cette question du management du travail. Tu nous diras un peu ce que tu mets derrière ces termes. Alors, en fait, tout au long de cette table ronde, on va se servir d'un sondage. L'ANACT, à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, a fait réaliser un sondage auprès de managers en exercice et puis d'étudiants comme vous, d'étudiants en école de management ou d'étudiants en école d'ingénieurs. On va se servir de quelques résultats de cette enquête. Et puis, je vous invite à regarder, si le sujet vous intéresse, un livre blanc qui a été également réalisé à côté, à partir d'entretiens d'acteurs de la formation, d'acteurs d'entreprise, et qui, lui, pose un constat, pose un regard sur la prise en compte du management dans les formations, du management de qualité dans les formations aujourd'hui, et identifie des initiatives intéressantes. Donc on en parlera, mais je vous invite éventuellement à consulter ce livre blanc de l'ANACT. Alors en fait, on va commencer directement par un premier résultat du sondage, qui n'est pas non plus un scoop total, mais en tout cas, le sondage de l'ANACT montre que plus de 90% des top managers qui ont été interrogés et des futurs managers et interrogés se disent que les pratiques managériales doivent changer pour s'adapter aux évolutions des entreprises et aux enjeux de la société. Donc il y a un quasi-consensus, qui n'est pas très surprenant, mais Patrick, comment on explique ça et qu'est-ce qui ne va pas avec les pratiques managériales telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui ? Oui, merci. Bonsoir à tous. Alors, c'est intéressant de commencer et d'ouvrir effectivement la table ronde par le résultat de ce sondage, qui est en fait un plébiscite et une invitation forte faite aux organisations, aux entreprises à renouveler leur mode d'organisation et pratiques de management. Alors, il faut savoir qu'il y avait, y compris derrière les plus de 90%, on pouvait s'attendre à ce que ce chiffre-là soit important du côté des futurs managers, puisqu'il a été interrogé également des étudiants. Et à 97%, effectivement, ils aspirent à ce renouvellement. Mais c'est également le cas des managers en situation de travail. C'est-à-dire qu'il y a 92% exactement des gens qui ont répondu ça. Alors, peut-être trois points pour expliquer ce plébiscite, et puis pour faire du coup par effet miroir un peu le diagnostic de la situation dominante, on va dire, aujourd'hui. Alors pour moi, il y a trois volets.
il y a un premier volet qui est celui que le réseau ANACT-ARACT a historiquement peut-être le plus instruit, qui est, j'ai envie de dire, le côté un peu pathogène de certains modes d'organisation et pratiques managériales en vigueur. Et le fait qu'aujourd'hui, même si ça a longtemps été un déni, on a des travaux, on a des études, et chacun s'accorde quand même pour dire que dans un certain nombre de modes d'organisation et pratiques de management actuels, il y a des effets parfois délétères pour la santé des salariés. Alors, je ne peux pas développer ici tout, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais cette dimension impact sur la santé des modes d'organisation et pratiques managériales est aujourd'hui bien instruit, avéré, et où globalement, on a pas mal d'éléments qui montrent que moins on laisse d'initiatives, d'autonomie, plus on est dans des systèmes contraints, moins les gens trouvent du sens dans ce qu'ils font, plus on a des pratiques de management qui ne laissent pas d'espace pour les collectifs pour s'exprimer sur leur travail, etc. Enfin, tous ces systèmes-là, notamment les pratiques fortement individualisées de management, ont des effets sur la santé. Donc, premier facteur, et là, pour le coup, il me semble que la crise des risques psychosociaux ont eu un effet quand même un peu révélateur sur cet enjeu de bouger, de renouveler les pratiques. Et les experts des questions de management ont pas mal éclairé ce point-là. Deuxième point, qui est quand même un levier non négligeable, c'est le fait que les modes d'organisation, les pratiques de management aujourd'hui en vigueur ne permettent pas nécessairement aux entreprises d'être au rendez-vous en matière de performance. C'est-à-dire que dans une période où on va effectivement solliciter les prises d'initiative, oui, les enjeux de flexibilité, de réactivité, d'engagement dans le travail sont prédominants, force est de constater qu'il y a quand même encore un certain mode d'organisation, certaines pratiques qui ne sont pas favorables à ça. Et donc c'est aujourd'hui quand même un facteur de prise de conscience importante pour les entreprises qui se disent il faut qu'on renouvelle nos pratiques, qu'on aille vers d'autres formes d'organisation, parce que les formes que nous avons actuellement ne nous permettent pas d'être au rendez-vous vis-à-vis du service client, vis-à-vis de la productivité, vis-à-vis de la performance, de l'innovation, etc. Et puis un troisième facteur qui est pour moi un peu transverse et qui résonne tout à fait avec le sondage, c'est l'aspiration des salariés en général. Et en particulier des nouvelles générations qui effectivement n'ont pas nécessairement envie d'être demain, qu'ils soient en situation de manager ou de manager, dans certains modes ou formes de management aujourd'hui en vigueur, et qui ont également, semble-t-il, on y reviendra aussi, d'autres aspirations en matière de qualité de vie au travail, d'où l'enjeu aussi d'intégrer ces facteurs-là dans les modes d'organisation et les pratiques. Voilà, ces trois points peut-être. Alors, comme tu viens de le souligner, on se doute, on voit bien que les salariés sont demandeurs d'évolution des pratiques managériales. Ce qui est souligné aussi là, c'est que les managers eux-mêmes sont en demande d'évolution des pratiques. Fabien Coutarel, est-ce que c'est étonnant que les managers soient à ce point-là soucieux que le management change ? Non, enfin, je ne considère pas que ce soit très étonnant. Bien souvent, on s'intéresse aux managers pour étudier l'impact des conditions dans lesquelles ils occupent leurs fonctions sur leurs subordonnés. Mais je pense qu'il faut aussi mettre en avant le fait que les managers sont des travailleurs comme les autres, qui sont eux aussi des opérateurs dont on pourrait s'intéresser aux conditions. C'est des opérateurs qui bien souvent sont marqués dans leur corps, dans leurs expériences, par l'expérience du management, pas toujours positivement non plus. Et donc qu'ils soient en quête de ressources pour mieux comprendre les leviers qui sont à leur disposition pour gérer de manière peut-être plus satisfaisante un certain nombre de décisions, de situations relatives au compromis entre la santé, la performance de leurs subordonnés et la leur. C'est pas si surprenant que ça, même si c'est pas la plupart du temps à eux qu'on s'intéresse en premier chef.
En vous présentant, Michel Bracmont, je disais que l'AIA faisait partie des derniers ateliers industriels du ministère de la Défense. Donc vous êtes dans des organisations qui ont été soumises à de multiples réorganisations ces dernières années. En 2008, le ministère de la Défense a initié des démarches de prévention des risques psychosociaux dans les organisations telles que la vôtre. Qu'est-ce que cette démarche que vous avez mise en œuvre et portée là, a fait évoluer comme réflexion sur les difficultés des managers, leurs besoins d'appui à leur travail? Oui, alors bonsoir à tous dans un premier temps. Effectivement, l'AIA va bientôt fêter ses 80 ans d'existence et il y a deux grandes phases qu'on peut distinguer. Il y a eu pendant 70 ans un travail qui était relativement connu d'avance, qui était régulier, avec des managers qui encadraient des équipes, dont, et c'est étonnant pour beaucoup d'entreprises privées, les équipes travaillaient sur un plan de charge connu 30 ans à l'avance par rapport à la maintenance des aéronefs. Et puis depuis 2008, comme vous le disiez à l'instant, il y a eu une forte évolution parce que tout s'est accéléré fortement et donc le ministère a pris conscience de cette situation, il a engagé une démarche de prévention des risques psychosociaux au sens large. Et nous, plus particulièrement, dans l'AIA ou dans les AIA, parce qu'on est plusieurs en France, on a mis en place un système avec un groupe de travail, un groupe paritaire. On a eu d'ailleurs la chance dès l'époque de pouvoir bénéficier de l'appui de l'ARACT et de l'ANACT, et donc on a travaillé sur un schéma qui avait fait ses preuves et qui le fait toujours chez nous. Donc un groupe paritaire avec des diagnostics, avec des plans d'action, et on s'est aperçu très rapidement en 2008 que le point clé, c'était vraiment les managers. C'était eux qui étaient au centre des situations, c'était eux qui étaient les mieux placés pour juger des difficultés, pour faire remonter les problèmes, mais c'est eux très souvent qui étaient impactés par cette situation parce que, comme on dit habituellement, ils étaient entre le marteau et l'enclume. Et donc, alors qu'ils étaient là pour engager et dynamiser les équipes, eh bien, très souvent, de fait de cette position, ils étaient impactés et il fallait donc revoir un petit peu le mode de management et les outils dont ils pouvaient disposer. Dès l'époque, d'ailleurs, on avait lancé, quand le groupe a été créé en 2008, l'année d'après, on avait lancé des formations assez complètes et assez développées pour tous les managers, pour qu'ils puissent prendre conscience de la situation. Et surtout, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, qu'on évacue l'idée du tabou des risques psychosociaux, du mal-être, de la souffrance, etc., qu'on en parle et puis qu'on trouve ensemble des solutions pour les évacuer. Rosa D'Acosta, vous travaillez à la CGT. Donc là, on se pose la question de pourquoi il faut faire évoluer les pratiques managériales. De votre point de vue, qu'est-ce qui ne va pas? À la CGT, je partage avec un certain nombre de choses qui ont été dites. Nous partageons un certain nombre de choses qui ont été dites par mon voisin. Le constat, et là, on a un sondage qui parle des managers, mais on a, sur ces dernières périodes, énormément de sondages qui mettent en évidence le désengagement des salariés, beaucoup plus largement. Et à ce titre-là, les cadres ne sont pas épargnés. Donc, désengagement, développement de la souffrance de l'ensemble du salariat, encadrement compris. Tout ceci remet en cause le modèle économique et social de l'entreprise. Il y a la perte du sens du travail. Il y a des évolutions structurant, très importante, que ce soit la question de la mondialisation, la question du développement du numérique. Voilà, toutes ces choses-là viennent impacter l'ensemble du monde du travail et les cadres ne sont pas épargnés. Ok, merci. Donc là, on a vu un management qui peut être source des pratiques managériales qui peuvent être source de souffrance, des pratiques managériales dont on pense qu'elles peuvent être, à l'inverse, en appui à l'activité. Donc déjà, on se rapproche un peu du deuxième résultat de ce sondage qui est: il y a un consensus pour que les pratiques managériales évoluent, mais vers quoi? Donc les personnes interrogées, les managers en poste et les futurs managers et ingénieurs répondent très majoritairement que le manager, s'il doit évoluer, c'est surtout pour prendre davantage en compte la qualité de vie au travail. Alors la qualité de vie au travail, c'est un concept dont on parle beaucoup, parfois un concept sous lequel on met des choses très différentes. Nous, entre nous, ici, on va peut-être s'accorder sur le fait que
On va retenir un peu la définition en se basant sur l'accord national des partenaires sociaux et sur le travail fait par l'ANACT à ce sujet. Donc, qualité de vie au travail au sens d'une démarche qui permet à la fois de développer la performance et la qualité de vie au travail, donc d'articuler ces deux dimensions. Donc, voilà, soit que le management évolue, soit que le management évolue par une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement des managers qui prennent mieux en charge la qualité de vie au travail? Hélène Farfeland, à Socopa, prendre mieux en compte la qualité de vie au travail, ça passe beaucoup par la santé au travail. Oui, bonsoir. Donc effectivement, j'ai la chance d'appartenir à un groupe qui a voulu placer la santé sécurité, et on parle même effectivement maintenant de ça a fini par transpirer, hein, on parle de qualité de vie au travail chez nous. Donc pour les managers, ça passe vraiment par un état d'esprit collectif et un travail en équipe, c'est-à-dire se soutenir pour aller tous dans la même direction. Donc, c'est-à-dire collaborer aussi à tous les niveaux, entre direction, encadrant, maîtrise, chef d'équipe, opérateur, enfin un petit peu tous les niveaux. Donc, ça veut dire aussi que chez nous, hein, alors je dis pas que c'est un cas général du tout, hein, chez nous, le cliché ancien du patron qui est en cravate et qui est dans son bureau que personne ne voit jamais, ou de l'encadrant, pareil, qui est enfermé et qui fait ses calculs toute la journée, c'est complètement terminé. Nous, tous les encadrants et même le directeur de site, tout le monde passe dans les ateliers tous les jours, on connaît tous les salariés individuellement, et même si on est 600, on fait chaque encadrant fait le tour de son équipe, donc c'est vraiment une pratique de terrain, c'est l'analyse de tout ce qui se passe au niveau des incidents, des accidents, c'est pour les maladies professionnelles dont on a parlé aujourd'hui, c'est chaque maladie déclarée, c'est un événement, donc ça veut dire un questionnaire de la personne avec la personne qui est concernée, un temps d'échange, étudier le travail, faire un groupe de travail où on intègre des membres du CHSCT, parfois la médecine du travail, parfois l'ergonome du groupe, puisque maintenant on a la chance d'avoir recruté un ergonome, puisque j'avais sollicité Monsieur Coutarel il y a quelques années pour m'aider dans ma nouvelle mission, puisque c'était quand même quelque chose de complètement nouveau. Et donc ça passe aussi par des équipes à taille humaine, avec des encadrants qui sont proches, puisque comme on disait, perdre le sens, pour retrouver le sens, il faut retrouver du contact. Et on nous a demandé de prendre des temps, alors ça a commencé par là, c'est-à-dire ça a commencé il y a 5 ans ou 6 ans, par prendre des temps sur la santé-sécurité avec les salariés 1 fois par mois. C'est-à-dire arrêter l'usine à l'heure que l'encadrant veut, quand il peut, pour faire un temps d'échange, de communication sur la santé-sécurité au travail. Et puis 5 ans après, aujourd'hui, là en 2017, on a mis en place des temps de communication hebdomadaires dans les équipes, où on a des temps d'échange plus larges en fait, c'est-à-dire qu'on parle plus uniquement que de santé-sécurité. Alors c'est vrai qu'une fois par mois, on va vraiment axer là-dessus, mais toutes les semaines, on parle de quel client visite l'usine, ou quel audit va y avoir, ou comment ça s'est passé la semaine dernière, notre certification, si on a eu un nouveau contrat, un nouveau marché, et sur l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit celui qui charge les camions, celui qui travaille à l'atelier d'abattage, celui qui découpe la viande, ou celui qui fait cuire les steaks, ou celui qui hache les steaks, on a des informations un petit peu de tous les ateliers, on essaye de présenter ce qui se fait dans les autres secteurs, c'est-à-dire vraiment, même si on est 600, essayer de dimensionner à une taille humaine, de façon à être fier et à avoir un esprit en fait d'appartenance à l'entreprise. Et ça permet de travailler aussi sur l'amélioration des conditions de travail, puisque on a les moyens de prendre du temps pour le faire. Et on se rend compte que tout en changeant au quotidien des petites choses, ça contribue en fait à la performance des ateliers. Okay, donc vous, comme d'autres filières de l'agroalimentaire, vous avez des enjeux forts de fidélisation des salariés, de prévention des maladies professionnelles. Donc on voit bien qu'il y a une politique portée par la direction de santé-sécurité assez forte, et que les managers pour vous sont un relais. Mais comment font-ils quand parfois les objectifs de production ou de délai ou de qualité sont un peu contradictoires avec la politique santé-sécurité à côté? Comment ça peut se réguler ?
Eh ben, alors ça dépend des cas, mais en tout cas, on laisse la possibilité aux gens de s'exprimer. Alors, il ne faut pas se décourager parce que parfois, il y a des choses qui ressortent et on n'arrive pas à les faire avancer. Mais en fait, dans le temps, les encadrants, les chefs d'équipe, les opérateurs peuvent proposer des choses qui vont peut-être avancer, mais un peu plus tard ou un mois plus tard. Ou voilà, ça ne va pas forcément se faire tout de suite. Et c'est permis aussi par le fait qu'il y a de gros parcours d'intégration pour les encadrants, avec des niveaux de formation sur le management, l'accompagnement des accidents de travail, des maladies professionnelles, des risques psychosociaux, les audits croisés, etc. Et comme il y a beaucoup d'encadrants chez nous, il y en a une partie qui est issue, ce sont des anciens opérateurs. Donc déjà, ils ont une capacité à analyser le travail qui est souvent très juste parce qu'ils connaissent vraiment très bien le travail. Ils vont avoir ce regard en fait qui va aider à avancer vite sur les dossiers qui posent problème et surtout essayer de regarder les problèmes sans les ranger dans le fond du placard parce que du coup c'est comme ça que souvent ça s'empire et qu'on n'arrive pas à régler les situations. Et en tout cas c'est avec l'implication de tous les acteurs, c'est-à-dire que si on est juste chacun de notre côté en fait on n'y arrive pas, donc il faut vraiment que ce soit à tous les niveaux, opérateurs, encadrement, direction. Au téléphone, vous me disiez que parfois vous mettiez un peu les pieds dans le plat avec vos collègues, les autres cadres. Vous pouviez porter, vous, un sujet qui n'est pas une priorité d'autres managers. Je sais pas, ça peut. Si je prends un exemple, par exemple, je sais pas, pour la réduction des ports de charge, ça peut être valable dans le bâtiment, dans plein de métiers. Autrefois, c'est vrai que les gens pouvaient porter 50 kilos facilement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Chez nous, il y en avait qui portaient 30 ou 35 kilos, ça n'existe plus. Et quand il y a 5 ans, je leur disais que 25 kilos, ça serait bientôt fini, ils ne me croyaient pas. Mais je savais très bien, moi, derrière, qu'on avait négocié des accords de réduction de la pénibilité et que notre objectif, c'est d'arriver à 15. Je savais que ça se ferait pas en 5 minutes, mais je leur ai dit, on y va. Et ça n'a pas marché jusqu'au jour où il y en a ils ont décidé, ils ont dit, maintenant, on va y arriver et on va passer à 20. Et quand on est passé, par exemple, pour certains bacs de 25 à 20 kilos, les managers étaient contents, les salariés étaient contents. On voit qu'en fait, la décision, elle est communément acceptée. Et aujourd'hui, je sais que demain, on sera à 15. Mais aujourd'hui, si je leur parle de 15, ils me disent que c'est pas possible. Mais pourtant, je sais que c'est l'objectif, par exemple. Parce qu'on sait dans le temps que les sollicitations d'articulation, oui, forcément, avec des gestes qu'on répète et des choses comme ça, c'est compliqué, quoi. Donc on va vers le changement et parfois on se fâche au quotidien, mais parce que si on ne se fâche pas, on n'avance pas non plus. Mais il faut savoir mettre les pieds dans le plat et ça finit par avancer. Donc vous dessinez un rôle pour les managers en relais de la politique santé-sécurité, également en articulant des rôles des managers qui font remonter des dysfonctionnements, des managers qui entre eux peuvent évoquer des difficultés. Qu'est-ce qui permet un peu que ça fonctionne dans des entreprises un peu tendues, soumises à la concurrence? Qu'est-ce qui permet que ça fonctionne? Je crois que c'est aussi que ça rentre dans le système global de gestion des compétences qui est en place, c'est-à-dire que dans les objectifs, il y a une cohérence entre les objectifs annuels qui sont donnés aux encadrants et aux salariés, puisque chaque salarié il voit aussi son encadrant une fois par an. Et le fait que tout ça soit lié dans les objectifs, ça permet de savoir où on va. Clairement, tout comme pour moi, par exemple, je sais où je vais parce que mon directeur me donne mes missions et je ne vais pas aller trop vite à un endroit pour lequel on n'est pas prêt. Mais en même temps, là où il faut aller, je sais que je pourrais m'affirmer puisque je suis soutenue par la direction. Donc du soutien. Merci, on vous remercie. Vous avez participé à toutes ces journées avec nous et vous avez d'autres impératifs. Merci de votre témoignage. Alain Brault, du coup, là, on a dessiné un peu un manager qui accorde plus d'importance à la qualité de vie au travail et qui peut accorder plus d'importance à la qualité de vie au travail. Ça peut passer par plus d'importance à la santé-sécurité, plus de liens avec les équipes. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences pour les managers à venir? Oui, bonsoir. Bon, avant de répondre, moi je pense qu'il faut lire le résultat du sondage de 2 points de vue. Je pense que les managers répondent pour leurs équipes, en disant oui, il faut que mon management change, mais ils nous envoient un message certainement qu'eux aussi, il faut leur donner un cadre managérial peut-être plus favorable pour rendre compatible vie personnelle
et vie au travail, avoir plus d'autonomie et certainement également plus les moyens d'engagement. Parce que si on consulte d'autres sondages, on s'aperçoit que les salariés, tout en demandant une meilleure qualité de vie au travail, sont prêts à s'engager profondément et complètement dans le travail. Donc il n'y a pas un désengagement naturel, on le provoque par des organisations, mais il y a une volonté d'engagement. Alors pour revenir, quelles sont les compétences ? Je vais prendre comme point d'entrée l'autonomie. Aujourd'hui, on a une forte demande des salariés d'être plus autonomes. Tout le monde demande l'autonomie. Et il y a une confusion souvent qui est faite entre autonomie et laxisme. Le rôle du manager va être de définir le cadre qui va être compatible avec une vie personnelle équilibrée et un travail efficace. Et donc, l'autonomie veut dire, premièrement, première compétence, de bien clarifier le cadre. Peut-être de le clarifier de façon collective, par débat et par échange avec le salarié. On a parfois été trop loin dans ces recherches d'autonomie pour répondre à l'autonomie en pensant que c'était un laxisme. Et on ne peut exercer librement un travail que si le cadre est défini. Et c'est, je pense, une très forte compétence que l'on demande aux managers, c'est de savoir définir le cadre et de donner des moyens d'agir en partant du travail. Et ne pas oublier le travail, écouter les salariés sur leurs demandes dans la réalisation du travail. On va beaucoup essayer de donner du sens, parfois au détriment de l'écoute du salarié sur lui donner les moyens pour exercer sa fonction et son travail. Toujours sur les compétences peut-être de ces managers qui sont appelés à mieux prendre en compte la qualité de vie au travail, Fabien Coutarel, on voit bien que c'est moins les compétences techniques qui étaient avant requises pour exercer des postes de management qui comptent. Qu'est-ce qui évolue de ce côté-là ? Oui, la question, c'est qu'est-ce que le travail, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la question préalable à comment manager ce travail, c'est qu'est-ce que le travail. Et je pense qu'il y a des visions du travail qui s'opposent, pour le dire rapidement, entre un travail qui serait de l'exécution d'une tâche prescrite par autrui ou par une organisation, et un travail qui constitue, à l'opposé, pour le dire vite, une œuvre, c'est-à-dire un engagement subjectif dans quelque chose qui m'importe et qui fait sens pour moi. Et donc, selon les formes managériales et ce vers quoi elles tendent, c'est-à-dire réduire le travail à de l'exécution ou permettre au travail de produire sa dimension constructive et pas simplement productive, on va avoir donc des salariés qui s'engagent différemment et qui vivent différemment la situation. Mais on va simultanément avoir des pratiques managériales totalement différentes. Si ce qui compte dans l'exécution du travail de mes subordonnés, c'est la justesse technique, je dois être un expert de la technique. Ce qui traditionnellement se traduisait par le fait que le meilleur opérateur devenait le cadre quand la situation se libérait. Sous-estimant au passage d'ailleurs qu'on lui demandait de changer de métier. Mais par contre, ça fait un cadre qui est capable de pallier l'absentéisme, qui est capable d'occuper un poste. Mais on peut considérer que ça réduit beaucoup sa fonction à celle d'un opérateur ou d'un super opérateur. À l'opposé, on peut considérer que les compétences critiques ne se situent pas là, même si ça ne veut pas dire que quelqu'un qui connaît le travail technique, ce n'est pas intéressant. Mais le cœur des compétences critiques, elle se situe peut-être dans la capacité à faire vivre la dynamique managériale, la dynamique d'équipe qui continue de maintenir le travail comme un facteur de développement individuel et collectif. À ce moment-là, on est plus du côté de l'expérience, y compris corporelle, de la subjectivité, et probablement que ce sont d'autres compétences, moins des compétences techniques, peut-être plus de compétences d'instruction des problématiques, de problématisation des problèmes, de mise en débat, de construction collective. Et puis si je ne suis pas capable de prendre le couteau à la place de l'opérateur, c'est peut-être moins important. Rosa de Costa, pour évoquer un peu qu'est-ce que peuvent être les évolutions du management, j'ai envie en fait de vous interroger sur votre expérience non pas syndicale, enfin si elle est aussi syndicale, mais aussi professionnelle. Donc vous travaillez dans une librairie qui a fermé ses portes, vous avez
contribuer avec d'autres à reprendre, avec d'autres salariés, à reprendre cette librairie sous forme de scope. Donc ça, c'est une forme de gouvernance intéressante. Et du coup, ça vous a amené à vous interroger sur la place ou pas du management dans cette forme d'organisation. Oui, en effet, merci. C'est toujours un peu difficile de passer après Fabien. Je vais être beaucoup plus pragmatique. En effet, donc c'est dans l'histoire de notre entreprise, donc la librairie Les Volcans, certains d'entre vous la connaissent, qui a fermé ses portes et où les salariés ont décidé, donc c'est dans le cadre d'une liquidation judiciaire, puisque cette librairie appartenait à un groupe, et donc les salariés ont décidé de se mobiliser et de faire en sorte de reprendre cette librairie sous forme de scope. Très rapidement, dans le collectif qui s'est constitué et le travail qui a émergé pour imaginer, construire, élaborer le projet de cette librairie, de la librairie telle que nous la voyons, il y avait aussi la question de qui va la piloter, comment on va faire. Et à partir du vécu que nous avions eu, il y avait une profonde défiance vis-à-vis des cadres qui étaient nos collègues, et c'était pas forcément après eux ni la manière dont ils avaient mené les choses forcément, mais c'est parce qu'au fil du temps et aussi de l'évolution de l'entreprise, où au départ on était une librairie indépendante et au fil des rachats on est devenu une librairie qu'on a tenté d'uniformiser dans un groupe, ils étaient amenés à manager et à porter des choses qui n'avaient pas de sens, qui n'en avaient pas pour eux et qui n'en avaient pas plus pour les équipes qui tentaient de manager. Et donc ça a fini par, quand on est reparti, on ne veut pas de cadre. Donc dans une scope, il y a une gérante, donc elle est élue par l'ensemble des associés. Elle est élue pour 4 ans. Donc on est parti comme ça, donc avec une gérante et après des employés. Voilà, donc quelque chose de très un socle et la gérante. Et malgré tout, on réfléchit et puis on se rend compte aussi qu'il y a... maintenant, ça fait 3 ans qu'on a repris. Au fil du temps, au début, on était concentré sur la reprise, le travail, etc. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Et on ne l'a pas imaginé en termes de management dans le sens hiérarchique, mais le management en termes d'animation. On a besoin d'animation, on a besoin de relais entre la gérance et les salariés, on a besoin d'informations qui montent et qui descendent, les informations qui remontent vers la gérante qui a besoin de faire redescendre des informations, des loupés, des problèmes de communication, etc. Et dans nos échanges et nos réflexions, nécessité de quelqu'un qui ait ce rôle-là, mais c'est quand même poser la question de la hiérarchie. Est-ce qu'il nous faut quelqu'un qui a un rôle hiérarchique, de manager au sens hiérarchique? Et on a conclu que non, c'était pas forcément un hiérarchique, mais voilà. Donc première, je pose les choses comme ça, si vous avez d'autres questions. Voilà. Ok, mais du coup, quand il n'y a pas de cadre, éventuellement, en tout cas dans votre cas, un besoin d'animation, un besoin d'appui à l'animation. Et par ailleurs, la CGT que vous représentez pousse une évolution du rôle du management vers des pratiques participatives, collaboratives, donc animation, participation, sont deux tendances. Et à partir des réalités du travail, à partir du travail. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ANI qualité de vie au travail. Donc l'accord national interprofessionnel. Voilà. La CGT, bien qu'ayant participé activement aux négociations, ayant contribué, ayant amené un certain nombre d'éléments pour construire l'accord, ne l'a pas signé au final parce que justement, de notre point de vue, cet accord ne va pas assez loin sur la question du travail
Et voilà, c'est ce qui manquait au final. Donc un management en appui à une politique de santé-sécurité du côté de Socopa. Alain Brault, vous avez porté l'idée d'un manager qui aide à poser un cadre pour que les équipes trouvent de l'autonomie. Fabien, toi, tu as parlé d'un management en appui à l'analyse des problèmes et à la construction collective. Vous, Michel Bracmont, depuis tout à l'heure, quand on a évoqué votre témoignage, on l'a placé un peu sous le signe de l'accompagnement des mutations et des changements. Comme c'est un peu un thème important pour votre organisation, comment le management peut soutenir les objectifs de performance et de qualité de vie au travail dans ce contexte de changement et quel rôle il peut jouer ? Alors effectivement, vous l'avez entendu tout à l'heure, les AIA font partie du ministère anciennement de la Défense, maintenant ministère des Armées, et de ce fait, ils sont contraints par un certain nombre de règles, de codes qui n'existent pas dans les autres industries, comme le code des marchés publics, comme les réglementations qui sont liées à la navigabilité pour les matériels volants. Donc tout ça, ça fait des contraintes fortes, mais a contrario, on a la chance d'avoir une structure qui est suffisamment importante pour qu'on puisse mettre en place un certain nombre d'acteurs qui apportent des pierres à l'édifice de la qualité de vie, ou tout au moins la réduction des souffrances au travail. On a des travaux depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, sur la certification qualité, les normes ISO. On a également une démarche de protection de l'environnement. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a lancé une démarche qui s'appelle la démarche de progrès permanent, qui consiste à optimiser tous les processus et surtout à prendre en compte les avis de tous les acteurs lorsqu'on remet à plat, lorsqu'on optimise les processus. Donc, il y a une montée de tous les personnels qui sont concernés pour construire ça. Et donc, notre groupe paritaire est venu en complément de cette démarche en apportant la facette risques psychosociaux ou prévention de ces risques. On a construit des mémentos, on a fait des fiches pour aider les managers à travailler et on a fait aussi, pour aider les managers, un guide qui était inspiré de ce qu'on avait vu d'ailleurs dans une réunion de l'ANACT, une réunion de réseau ANACT, qui consiste à donner au manager une liste de questions qu'il peut se poser pour éviter que le projet sur lequel il travaille, qui va bouleverser des choses, qui va restructurer, qui va réorganiser, ait un impact sur la qualité de vie des personnels en termes de vie privée, en termes d'horaire de travail, en termes de charges, etc. Voilà. Donc en amont. Voilà, une aide ouais. Et c'est bien parce qu'en pratique, on aime bien dire qu'on fait de la prévention primaire, des RPS, enfin du moins qu'on essaye d'en faire, mais dans les faits, on en fait relativement peu parce que ce qui prend beaucoup de temps à un groupe comme le nôtre, c'est de la prévention dite secondaire, c'est-à-dire qu'on essaye de réparer, de protéger les gens qui ont été impactés par une problématique qui est apparue. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, sur un changement ? Quelles questions on se pose pour essayer d'anticiper d'éventuels risques ? Alors, quelles questions vous incitez les managers à se poser, oui. Et est-ce qu'ils se les posent avec leurs équipes ? Voilà, dans le domaine des changements, je peux citer deux exemples. Il y a un exemple, c'est les évolutions fortes qu'on a dans l'environnement qui font qu'on perd de la visibilité sur la charge, sur les opérations qui vont être faites, avec aussi des clients qui changent fréquemment de priorité, donc c'est toujours très compliqué dans les équipes. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, pendant 70 ans, alors je ne dirais pas que c'était la routine, mais il y avait quelque chose qui était très, très lisse, très, très stable. Et puis d'un seul coup, en l'espace de quelques années, on a basculé dans un système où les AIA d'ailleurs n'étaient plus exclusifs sur la maintenance des matériels. On avait une mise en concurrence avec des prestataires privés et donc on s'est trouvé confronté à des Thales, à des Dassault ou à des Airbus pour travailler sur les mêmes sujets que nous. Donc il y a ces changements qui sont un impact fort sur les équipes et sur les managers. Donc ça, on essaye de faire au mieux pour anticiper les affaires. Et puis quelque chose qui est beaucoup plus récent et qui est un changement important, c'est que, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parmi les contraintes qu'on a, les AIA n'ont pas la main pour embaucher leur personnel. C'est-à-dire que la gestion des RH est faite en centrale au ministère. C'est eux qui nous donnent des autorisations d'embauche. Et pendant, alors je n'allais pas dire 70 ans, mais presque, on avait des embauches qui étaient au compte-gouttes, d'une part, et ensuite, souvent qui se faisaient par mutation entre différentes directions du ministère, parce que certaines étant en restructuration avaient besoin de libérer des personnels et ces personnels venaient chez nous. Et ça donne des situations un petit peu délicates, comme ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années, 20 ans maintenant, où on avait des personnels qui arrivaient, qui étaient de l'ancien JAT, pour ceux à qui ça parle, donc la partie armement terrestre du ministère, donc des gens qui travaillaient sur des chars, sur des véhicules blindés, et qu'on mettait à travailler sur de l'électronique d'aéronefs. Voilà. Donc une contrainte forte
forte pour les effectifs. Et de ce fait, on a eu une baisse assez continue, et puis le ministère s'est rendu compte qu'il y avait un défaut dans cette baisse, donc il a donné des autorisations d'embauche, et donc vous l'avez peut-être vu dans la presse, on a les 2 dernières années, 2016-2017, eu énormément d'embauches, pratiquement une centaine d'embauches par an, et ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est une difficulté d'intergénération entre les jeunes personnels qui sont là et les anciens, parce que du fait qu'il y a eu ce trou d'embauche, on a un certain nombre de personnes comme moi qui ont entre 30 et 40 ans de maison, et puis de l'autre côté des jeunes qui ont moins de 10 ans, et donc là on a pas un conflit, mais une difficulté de travail entre générations. Alors Patrick, vraiment on a fait un peu de patchwork là, sur les évolutions souhaitées du management pour aller vers plus de qualité de vie au travail. On a fait un peu de patchwork, on a aussi évoqué quelques compétences, nouvelles compétences vers lesquelles il serait souhaitable que le management se tourne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce que, à grande ligne, un management qui sert la QVT, finalement un management qui sert la QVT, c'est quoi ? Alors, difficile effectivement de ramasser tout ce qui a été dit par rapport à la façon dont tu introduis la question. Alors, juste peut-être rappeler peut-être par rapport au pourquoi. Il me semble que la question de l'évolution du travail est quand même un facteur extrêmement important. Enfin, votre témoignage illustre bien, c'est parce qu'à un moment donné, il y a ces évolutions-là qu'on va se poser des questions sur le plan du management. Et par contre, y compris en lien avec ta question, moi j'aurais envie de faire un petit détour ou un petit pas de côté avant d'y répondre, parce que bien souvent ce constat-là il est fait, et effectivement sa traduction, je dirais opératoire et première, constitue à alimenter le référentiel activité-compétence du manager. C'est-à-dire on va effectivement faire cette projection-là et la traduire par de quel manager avons-nous besoin demain, et donc avoir une liste, et là elle est déjà assez importante. Je pourrais abonder dans cette liste-là, il y a d'autres champs de compétences et registres d'activités qui sont attendus. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est que j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal si on est sur ce volet compétences, activités, parce que bien souvent, la première traduction, ça a été les comportements à adopter, notamment en réaction aux problématiques de RPS qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il me semble que parallèlement et de manière un peu globale et systémique, c'est extrêmement important de penser ce référentiel activité-compétences du manager de demain, j'ai envie de dire, qui soit vertueux dans ses pratiques en matière de qualité de vie au travail, de le penser en ayant, je dirais, deux questions en perspective. C'est à quelles conditions ? On a déjà effleuré, me semble-t-il, un certain nombre de pistes. Alors des conditions qui relèvent effectivement d'une montée en compétences, ça sera l'objet de notre deuxième temps de table ronde, mais des conditions qui renvoient aussi au rôle qui lui est donné, à ses marges de manœuvre et au cadre organisationnel dans lequel il réalise son activité, puisque, comme Fabien le rappelait tout à l'heure, c'est un salarié, c'est un opérateur comme un autre, mais il est sur une autre forme d'activité. Et donc, du coup, c'est vraiment une invitation à penser plus globalement l'évolution du système et des pratiques, et à ne pas la penser exclusivement sur le registre de l'évolution des activités et des compétences managériales. Pour qu'il y ait finalement, et Madame, vous l'avez un peu évoqué à travers le process, c'est que au-delà de cet enjeu d'agir sur l'acteur manager, on voit bien que si le système dans lequel il est n'avance pas avec une certaine cohérence, si il n'y a pas une réflexion plus globale sur, au-delà des attentes de soutien, de régulation que vous avez évoquées, qui sont extrêmement importantes, s'il est seul à les incarner et à les porter, il va y avoir effectivement des injonctions paradoxales, il va y avoir effectivement des tensions et de la souffrance du côté du personnel d'encadrement qui, bon an, mal an, va être ce que j'appelle, moi, dans une situation de management empêché. Et on a quand même beaucoup de cas de figure où je dirais que les réflexions autour d'un changement de cap en matière de management très vite s'incarnent dans une réflexion et se personnalisent autour de la figure du futur manager sans qu'on nécessitement on embarque, parce qu'évidemment on touche à des choses beaucoup plus hard, c'est le mode de fonctionnement de l'organisation, c'est les modes de gouvernance, c'est les questions de dialogue social, enfin on touche à des enjeux beaucoup plus forts qui renvoient à des enjeux de cohérence.
mais qui sont, à mon avis, extrêmement importants. Donc, derrière ta question, je répondrais bien autour de oui. Il y a une vraie réflexion sur comment on alimente ce référentiel activité, comment on le fait bouger, comment on met en place un certain nombre de dispositions, de dispositifs pour accompagner cette évolution-là. Mais ça n'a de sens que si on travaille en même temps sur le cadre, sur le mode d'organisation, sur les systèmes de gouvernance. Et je terminerai effectivement, y compris, ça va faire le lien avec ce que Fabien évoquait tout à l'heure, sur finalement c'est quoi la perception, c'est quoi la cible que peut se donner une organisation. La QVT, ça veut dire quoi pour une entreprise? On pourrait dire, pour beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour certains, c'est un process ou un moyen. On peut se dire que si on l'appréhende uniquement sous un angle de process, on va mobiliser des équipes, on va gérer un process de qualité de vie au travail, on va mettre en œuvre des plans d'action, on va éventuellement prescrire des choses aux managers autour de ça. Il me semble que là, on est plus dans une intentionnalité, une finalité, c'est-à-dire d'avoir un mode d'organisation qui soit vertueux et qui réponde aussi bien à des enjeux de performance et à des enjeux d'amélioration des conditions de travail. Et donc du coup, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à travers le modèle, et j'insiste sur le mot modèle, parce que du coup c'est un cadre de référence un peu idéal, qui est celui du management du travail, et qui prend comme postulat, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est quand même de s'interroger là-dedans, quelle place est donnée au travail ? Et quand on arrive un peu à instruire la question de c'est quoi la place du travail, comment vous la considérez dans votre organisation, est-ce qu'on va la regarder uniquement sous l'angle de ce qu'il produit ? Est-ce qu'on va regarder ça autour effectivement des mécanismes d'engagement, qu'est-ce qui se joue dans le travail ? Et est-ce qu'on va le regarder aussi sur comment est pris en compte, en particulier, là, les ergonomes vont aller dans mon sens, la question de la régulation et des enjeux de régulation entre le travail prescrit et le travail réel. Moi, j'ai souvent une première question que je pose dans les organisations et en comité de direction quand il y a des ambitions, parce que beaucoup d'entreprises ont quand même l'ambition de changer aujourd'hui, il faut le dire, c'est: est-ce que vous êtes prêt à avoir des managers critiques demain dans votre organisation ? Et est-ce que vous êtes prêt effectivement à avoir un système qui reconnaît les enjeux de régulation, c'est-à-dire qui reconnaît effectivement ce qui se joue dans le travail réel? Et donc du coup, c'est bien l'ensemble du système qui est orienté dans une logique de soutien à la réalisation du travail. Voilà, c'est un petit peu long, mais ce détour me semblait important. Voilà. Fabien, vous voulez réagir? Mais M. Braquemont, on va vous demander si vous êtes prêt à avoir des managers critiques. Pour rassurer Patrick, je suis d'accord. Et peut-être pour prolonger, je pense que c'est vraiment important ce qu'il rappelle, c'est-à-dire que si le manager est un travail comme les autres, ça veut dire qu'il est inséré dans un système comme les autres. Et développer des compétences dans un système qui reste contraint, c'est peut-être aussi provoquer de la souffrance, hein, pour les managers. Donc, alors, ça dépend de sa capacité aussi à saisir des opportunités qu'il ne saisissait pas avant, et à se développer ses propres marges de manœuvre, j'ai envie de dire. Mais c'est tout à fait intéressant, par exemple, une question de recherche sur laquelle il est difficile d'avancer, mais qui reste, à mon avis, très intéressante, c'est sur quoi les managers sont évalués dans leur travail. Voilà, parce qu'au-delà des discours convenus, tels qu'on peut facilement les avoir ici, quels sont les processus d'évaluation qui fonctionnent au concret dans les entreprises tous les jours et sur lesquels on attend des comptes des managers ? Et si on regarde les lignes sur lesquelles on les attend, si ce dont on parle aujourd'hui est absent des lignes principales, c'est difficile d'imaginer que les organisations évoluent tant que ça. On va donner la parole à la salle. On va demander juste avant à M. Braquemont si vous êtes prêt à avoir des managers critiques. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui a été dit, c'est vraiment comment on le vérifie, une démarche. Ou vous l'avez vérifié. Non, il n'y a pas de souci sur ça. La deuxième partie de notre table ronde, c'était de se dire, on a vu qu'il fallait faire, il était souhaitable de faire évoluer les pratiques de management. On a montré que c'était, qu'il fallait que l'entreprise s'organise pour rendre possible un management en appui à l'organisation au travail. Mais comment, merci, au revoir. Mais comment s'y prend-on? Un chiffre peut-être du sondage d'abord pour montrer que 26% des managers en exercice pensent que le management c'est avant tout une question de personnalité et d'expérience. Donc ça reste le fait que le management ce soit une question de leadership, de talent personnel, que ça ne s'apprend pas, ça reste une idée, ou alors que ça s'apprend sur le tas, ça reste une idée importante. Peut-être que vous voulez la commenter rapidement, cette idée-là.
de la perception. Mais paradoxe, donc voilà, une partie des gens se raccroche à l'idée que le management est une question de talent, mais une majorité mais ceci étant, pardon, j'ai du mal, mais ceci étant, tout de même un nombre important de personnes interrogées qui souhaiteraient être davantage formées et accompagnées aujourd'hui ou demain pour pouvoir faire un manager de qualité. Donc une demande de formation et d'accompagnement de la part des managers actuels et des futurs managers pour être accompagnés dans ce qu'on a appelé leur métier de manager. Un commentaire sur ces chiffres? Très rapidement, je crois qu'en termes de management, chacun peut progresser et la progression est là. Maintenant, est-ce qu'on est tous égaux pour être des très bons managers? Non, on est tous différents et il y a des aptitudes plus ou moins bonnes. Maintenant, je crois que la volonté de progresser est certainement prépondérante sur la nature. Mais voilà, donc tout le monde peut progresser. Donc oui, on peut se former pour améliorer notre management. Fabien, ouais, peut-être pour prolonger un petit peu. Et puis être presque caricatural pour être rapide, mais ce qui est surprenant un peu dans le sondage, c'est que 97% tout à l'heure, la quasi-totalité des managers considèrent que les pratiques managériales doivent changer, mais il n'y en a plus que 36 qui estiment que la formation est un moyen d'évoluer. Donc autrement dit, il y a ce paradoxe entre le fait que ça devrait changer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et pour moi, ça évoque ce refuge qu'on pourrait considérer comme une idéologie défensive de métier qui consiste à penser que être un bon manager, c'est inné. On l'est ou on ne l'est pas. Alors que tous les travaux montrent qu'il y a des compétences en acte, donc des savoir-faire, donc des choses à apprendre pour développer des capacités à mieux instruire des problèmes, à gérer des conflits, des difficultés, etc. Autrement dit, le refuge de l'inné, il est bien pratique quand on ne sait pas comment s'y prendre et quand on n'a pas envie de travailler le sujet. Mais on pourrait considérer qu'en montrant des exemples, on arriverait à fabriquer du possible qui permettrait aux managers, en voyant des perspectives, de se dire finalement, ça m'est accessible, moi aussi je peux trouver des ressources. Alors, la formation au sens large et peut-être plein d'autres choses, mais trouver des ressources pour construire des compétences qui peuvent s'acquérir. Alors on va passer assez rapidement en fait, et je vais vous renvoyer à la lecture du livre blanc de l'ANACT si la question vous intéresse. Donc quel levier pour permettre aux pratiques managériales d'évoluer? Formation initiale, le constat est assez sévère dans le livre blanc sur la façon dont les formations de management et d'ingénieurs aujourd'hui intègrent insuffisamment les matières en lien avec le management, l'appui au travail, la question du travail, etc. Alors, voilà, cet après-midi, on a un contre-exemple et probablement que parmi les partenaires ici, il y a des initiatives des acteurs de la formation initiale et continue qui sont au service de la prise en compte du travail. Mais si on a un regard un peu vaste, le constat est assez sévère. Ces pratiques-là sont insuffisamment intégrées dans les parcours des futurs ingénieurs et managers. Je vais tout de suite en fait vous amener à regarder peut-être rapidement les recommandations et puis peut-être demander à Fabien, qui est un représentant de l'université, de les commenter, des recommandations du livre blanc de l'ANACT pour que les formations des futurs managers et ingénieurs permettent cette évolution souhaitée des pratiques. Alors, écrites comme ça, elles sont assez générales, mais ceux qui ont participé aux ateliers collaboratifs cet après-midi ont peut-être vu comment ça pouvait se mettre en œuvre. Donc, pour que les formations des futurs managers répondent mieux aux enjeux de qualité de vie au travail, il est suggéré d'ouvrir davantage le débat entre les représentants de l'enseignement supérieur, les entreprises et les étudiants. Il est question de mobiliser, de travailler à partir des expériences de stage, de qu'est-ce qui s'est passé pendant les stages et quel regard on peut avoir sur ces expériences pour mieux comprendre l'entreprise et le management. Il est question d'apprendre à questionner les situations de travail dans les enseignements. Évidemment qu'en ergonomie, ça se fait, mais comment ça peut se faire plus largement? Et il est également question de mettre davantage en place dans les formations de l'interdisciplinarité sur les questions du travail. Je les balaye un peu
à la hache. Est-ce que, Fabien, toi qui représente l'université, est-ce que tu veux dire pourquoi ça reste difficile de mettre en œuvre de telles recommandations, peut-être ou... Alors, je n'ai pas la prétention de représenter l'université, mais peut-être donner un point de vue qui sera très nuancé, parce que vous l'avez vu, les collègues que je fréquente, ils font déjà très bien tout ça. Et c'est ça. On est entre à gens... l'école supérieure de commerce, ils le font très bien, hein, Brigitte, à Polytech aussi. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'ouvrir le débat. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs sensibilisés à cette question qui font des choses. Par contre, que ça prenne plus d'ampleur, qu'on puisse renforcer en certains lieux où c'est peut-être plus difficile de l'élaborer, sans doute. Mais je pense que dans un certain nombre d'endroits, il y a déjà des initiatives. Il y a des gens qui, depuis longtemps, essaient de porter des choses, qui peuvent peut-être, par contre, dans un contexte un peu nouveau, trouver des opportunités pour émerger, pour prendre de la place, pour se développer. Voilà, je pense que ça, c'est très important. Peut-être la deuxième réaction, c'est sur l'expérience des stages. Enfin, nous, on travaille beaucoup vraiment à prendre le mot expérience au sens propre du terme, c'est-à-dire au sens d'épreuve. Éprouver ce que ça fait que d'intégrer une organisation, que de s'y débattre au sens propre du terme, de s'y disputer, professionnellement bien sûr, et pas faire des stages pour faire des stages, parce qu'on peut passer 2 semaines dans une entreprise et puis en tirer très peu de choses. Par contre, comment on capitalise des expériences? Comment on travaille l'éprouver dans le milieu professionnel? Je pense que c'est un vrai levier de formation et un vrai levier d'élaboration de ressources, y compris pour ceux qui sont destinés à collaborer ou à être de futurs managers. Ok, j'ai affiché quelques exemples d'initiatives en lien avec des acteurs de la formation des futurs managers et un ingénieur qui précisément visent à mieux intégrer la qualité de vie au travail dans les enseignements. Il y en aurait sans doute eu d'autres si on vous avait interrogé, et il y en a d'autres dans le livre blanc. On ne va pas les commenter plus avant. On va se poser la question plutôt de la formation continue, telle que celle que l'entreprise peut initier, accompagner pour aider les managers à faire leur travail de management, peut-être en se tournant vers vous, Monsieur Bracmont, puisque précisément vous avez initié des formations actions à l'intention de vos managers pour les aider à faire leur travail. Tout à fait. Alors, si je reprends la liste de recommandations qui a été montrée tout à l'heure, il y a un premier point qui est fondamental et pour lequel on a eu la chance qu'il a fonctionné, c'est l'engagement de la direction sur ces opérations. Alors c'est un défaut des AIA, on a un directeur qui change tous les 3 ans, mais heureusement, les directeurs successifs qu'on a eus depuis 2008 ont porté la démarche, et donc ça, c'est un point fondamental pour ce sujet comme pour beaucoup d'autres. Ensuite, on a outillé les managers, c'est-à-dire qu'on leur a mis à disposition un certain nombre de documents support. On a mis en place aussi des cursus, parce que j'évoquais tout à l'heure au début l'aspect changement, qui est pour moi un point clé de toutes les affaires de RPS, de QVT, etc. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est la communication ou l'information. Et très souvent, on s'aperçoit que les managers, ils sont en souffrance ou ils sont en difficulté parce que précisément, il leur manque des informations que tout le monde sait, parce qu'on est là depuis 10 ans, depuis 20 ans, donc on sait comment ça se passe, mais eux ne le savent pas. Et donc ils découvrent, ils cherchent et ils perdent beaucoup de temps pour ça. Donc on a mis en place, et ça fait, c'est aussi dans les 10 dernières années, on a mis en place des cursus chaque fois qu'un nouveau cadre arrive dans l'établissement, ou un nouveau manager, ou chaque fois qu'un manager change de poste, eh bien on a un cursus spécialisé qui lui permet de rencontrer tous les acteurs qui lui apportent les réponses aux questions qu'il se posera par la suite dans son fonctionnement, dans sa mission. Et enfin, dernier point, c'est plus récent et c'est le plus original qu'on ait fait ces dernières années, même cette année, on a développé ce qu'on appelle dans la littérature des espaces de discussion, des espaces d'échange, qu'on a démarré dans les ateliers pour permettre au personnel de s'exprimer sur la façon dont leur travail se fait, s'organise. Et là, on a eu à nouveau la chance de pouvoir bénéficier d'une formation qu'on a faite avec l'ARACT le mois dernier, et on a proposé aux managers qui ont été formés de développer dans les 6 mois qui viennent un certain nombre d'espaces d'échange qui leur permettront par pair, donc par pair PAIRS, d'échanger sur leurs problématiques communes et de trouver ensemble des solutions à des difficultés de management, de relations, d'organisation, de conflits, etc. Voilà.
Donc une formation action ancrée sur leur travail quotidien et la capacité d'en parler, de trouver des solutions entre eux. Exactement. Donc en lien avec leur pratique. Tout à fait. Si on reprend un peu le livre blanc de l'ANACT sur les formations continues, on note parfois des formations continues un peu centrées sur des outils, centrées sur le développement personnel, à la carte, en parcours. Oui, alors il y a parmi alors juste peut-être une petite parenthèse sur le livre blanc, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un certain nombre d'auditions qu'on a conduit auprès d'opérateurs de la formation, auprès de managers, auprès d'écoles, et on a cherché à plutôt pointer et relever les bonnes initiatives, en tout cas celles qui nous paraissaient importantes, tant sur le champ de la formation initiale et formation continue. Évidemment, il n'a pas vocation à embrasser et à avoir capté et repéré toutes les expériences et initiatives intéressantes. Il n'est peut-être pas assez venu en Auvergne, visiblement, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se font ici. Et il a aussi l'inconvénient de séparer un peu formation initiale et formation continue, alors qu'on est davantage, je dirais, dans un enjeu d'apprentissage du management tout au long de la carrière professionnelle, me semble-t-il. Alors, ceci étant, s'il y a eu des points de vue critiques, c'est aussi les managers qui l'ont exprimé et qui, notamment, quand on leur pose la question, alors qu'ils soient nouveaux managers ou déjà en exercice depuis un certain temps, de comment ils ont appris leur métier, je vous le donne en mille, mais sans surprise, ils disent c'est d'abord et avant tout par l'expérience, en étant confronté à des situations problèmes dans mon activité, en ayant pu avoir cette analyse réflexive sur mon activité, etc. Donc après, tout ce qui peut concourir, je dirais, à le faire avant qu'il ne soit en place, au moment où ils prennent leurs fonctions, et la problématique de l'intégration des néo-managers est, de mon point de vue, particulièrement importante. Céline Desmarais, pour l'APEC, avait fait une étude extrêmement intéressante sur cet aspect-là et comment, effectivement, être attentif, parce que c'est pas parce qu'on sort avec un beau diplôme, une belle qualification, qu'on va d'emblée pouvoir prendre la mesure de sa fonction. Tout comme ça n'est pas parce qu'on est depuis 20 ans dans une entreprise que du jour au lendemain, on va pouvoir prendre la casquette de manager. Donc cette question de l'intégration des néo-managers, elle est importante, et ces grands principes que tu rappelais ici, moi je pense qu'ils peuvent tout à fait s'incarner dans des dispositifs de formation initiale. Les illustrations, les exemples autour, par exemple, du retour et de l'analyse des périodes de stage. Sans doute, la voie et le développement de l'alternance sont quand même des pistes intéressantes à creuser. Le fait de pouvoir construire des partenariats comme celui que vous avez aujourd'hui ici, qui permettent de mixer le monde de l'entreprise avec le monde de la formation initiale, sont aussi des choses intéressantes. Et sur le champ de la formation continue, j'ai envie de dire, pour les gens qui s'intéressent un peu à la formation, à la pédagogie, il n'y a rien de nouveau. On découvre juste que ce qui est vertueux pour des opérateurs ou des techniciens, qu'on connaît et qu'on a déjà un peu mis en place il y a quelques années, se former dans et par le travail, avoir des groupes d'analyse de pratique, de co-développement, ça serait pas mal si on l'appliquait aussi à nos cadres et à nos managers. Et c'est là où il y a une évolution, me semble-t-il, et qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. On est en train de découvrir que les managers sont des salariés comme les autres, et qu'il y a besoin, y compris pour eux, de les accompagner sur cette démarche-là. Et ça va de pair avec la réflexion un peu plus globale sur on ne produit pas et on n'est plus dans l'image du manager omniscient, omnipotent, qui sait tout et qui fait tout. Donc il y a aussi en parallèle cette évolution qui permet d'installer ces pratiques, qui libère un peu la parole managériale et qui permet d'installer des groupes d'échange ou d'analyse de pratiques entre managers, alors que dans certaines organisations encore, mais encore plus il y a 10 ans, c'était complètement impensable de mettre en place des choses comme ça dans les organisations parce que culturellement on n'y était pas prêt, quoi. Alors, comme le temps file, je me cantonnerai à deux dernières questions. On a quand même la chance d'avoir deux représentants des partenaires sociaux. La place de la formation à la négociation et au dialogue social est assez faible en formation initiale et en formation continue. Qu'est-ce qui peut... les futurs managers sont peu formés à la pratique de la négociation et du dialogue social. Qu'est-ce qui peut faire levier et inciter les acteurs de la formation à
intégrer davantage cette question-là? Bon, oui, alors, négociation, on parle de la négociation institutionnelle ou pas? Donc, dans le dialogue, l'écoute managériale, la prise de parole, oui, là, je crois que ça relève des formations, des échanges de pratiques et de la formation aux relations humaines, et certainement inciter beaucoup plus nos parcours de formation, qu'ils soient initial ou continus, à un questionnement sur nos pratiques. Et sur les pratiques, et aller chercher dans des travaux externes les éléments de réflexion. Alors, si la question porte sur le dialogue institutionnel pour la négociation avec les partenaires sociaux, ce sujet, je pense, moi je rejoindrai tout à fait ce qu'a dit Fabien. Le manager est un salarié et en ce sens-là, il est pris en compte dans la négociation institutionnelle entre l'entreprise et les représentants du personnel. Je ne vois pas de spécificité particulière. Rosa? Il y a une spécificité, bien sûr, mais globalement, je crois qu'il faut partir du principe que c'est un salarié. Après, il y aura... Oui, alors moi, je ne sais pas trop. Je n'ai pas fréquenté ces lieux, ces écoles. Je ne suis pas passée par des formations d'ingénieurs. Mais y a-t-il, je vais le poser sous forme de question, y a-t-il à un moment dans la formation, ne serait-ce que des apports de connaissances sur qu'est-ce qu'une organisation syndicale, les différentes organisations syndicales, qu'est-ce qu'elles sont, quelles sont leurs spécificités, leurs revendications, comment elles sont organisées. Et après, moi j'ai un peu le sentiment, et quelquefois je l'ai vécu, je l'ai vu, c'est la violence ressentie par le jeune diplômé qui a fait bac plus, et s'il n'a pas fait de formation, qui arrive sur un lieu de travail et qui peut être confronté de manière un peu violente à des relations et des rapports sociaux. Alors, ce n'est pas systématique, hein, mais il suffit qu'il arrive à un mauvais moment. Ça arrive dans la vie, la vraie vie au travail, c'est aussi ça. Et il n'est pas forcément outillé, mais moi je le pose plutôt comme question. Je ne connais pas, et je n'ai pas, enfin voilà, je ne connais pas les cursus de formation. Il y a une dame qui veut intervenir. Je ne connais pas les cursus de formation de ces managers. Mais je pose la question de cette manière-là. J'ai l'impression qu'il y a malgré tout un déficit, ne serait-ce que de connaissances, d'apport de connaissances à ces... Alors, je vais vous répondre, Madame Darossa. Brigitte Moulet, je suis professeure en management et gestion des ressources humaines, donc vous connaissez clairement. De ce que je fais, moi, dans toutes les formations que j'anime, en management ou en gestion des ressources humaines, j'introduis toujours des modules sur qui sont les parties prenantes du dialogue social. Je les présente. Parfois, je fais même venir des représentants. Frédéric Beaujard est venu je ne sais pas combien de fois pour EFO, ainsi que les représentants du MEDEF, de la CGPE. J'organise même des débats, des jeux pour mettre en situation des négociations. Donc vraiment, à l'École supérieure de commerce de Clermont, ça fait des années qu'on a construit cette dimension-là. C'est très important, comme vous le soulignez. Parfait. Donc on a des initiatives intéressantes, pour autant elles ne sont pas forcément toujours représentatives de tout ce qui se fait, mais très bien, très bien. C'est très court. Je crois que au-delà de ces pratiques vertueuses qu'il faut développer, je crois que c'est une vraie réflexion sur le rôle de la représentation du personnel dans l'entreprise. Quelle place elle se situe entre le dialogue managérial, quel rôle on veut faire jouer au corps intermédiaire. D'ailleurs, la problématique se pose, y compris dans notre société globalement, mais dans l'entreprise, quel rôle a le CHSCT, le représentant du personnel, le syndicat, et plus que de témoigner de leur existence, je crois que c'est une réflexion. Quel rôle, moi, en tant que futur manager, je ferais avec ces corps intermédiaires internes? Donc il y a quand même une réflexion intéressante à poursuivre et peut-être des initiatives à regarder ce que ça produit, etc. et à valoriser. Moi, voilà, on sent que le temps tourne et que l'attention est difficile à maintenir et qu'on est tous un peu en fin de...
notre énergie baisse. La dernière question, je voudrais peut-être à tous et peut-être à toi, Patrick, tu nous as un peu alerté, tu as mis le point de vigilance tout à l'heure en disant, bah oui, en voulant faire de la qualité de vie au travail, on est en train de rajouter une couche d'injonctions nouvelles. Enfin, il y a un risque qu'on stigmatise les managers et qu'on ajoute de nouvelles missions aux managers. Il faut maintenant non seulement qu'ils rendent des comptes et qu'ils soutiennent la performance, mais en plus qu'ils écoutent, qu'ils accompagnent le changement, qu'ils soient bienveillants, etc. Donc comment des choses intéressantes qui peuvent se faire en formation, comment des apports utiles, des expériences utiles qui peuvent se jouer dans le temps de la formation peuvent trouver un prolongement dans l'entreprise et comment l'accompagnement des évolutions managériales se joue dans l'entreprise hors des temps de formation. Moi, je pense que alors, les constats qui sont faits, y compris les études, montrent quand même qu'il y a une insuffisance en termes de contenu, on va dire, des sciences du travail et de tout ce qui renvoie aux dimensions santé, sécurité, qualité de vie au travail. Alors, il y a évidemment des exceptions, il y a, selon les orientations des formations et selon, y compris les enseignants, des choses diverses et variées. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai chantier, enfin, faut se dire les choses, même si ici, vous êtes peut-être en avance, mais il y a un vrai chantier du côté des écoles d'ingénieurs et des écoles de management en particulier pour avancer, sans être stigmatisant par rapport à ces structures, mais pour avancer dans cette voie-là. Alors sur la QVT, moi, je pense que le risque que tu évoques de l'effet millefeuille et qui consiste à embarquer la QVT non pas comme une finalité ou une approche intégrée, c'est un vrai risque, effectivement. Et en tout cas, le réseau ANAC-TARAC, quand on travaille sur les questions de QVT, on est bien attentif à cette dimension-là. Plus il y aura des choses, et c'est un peu ce qui motivait aussi, pour revenir aux motivations du chantier Faire École, une des motivations quand même de cette initiative du réseau ANAC-TARAC consistait à dire plus on va être dans une logique de sensibilisation à ces enjeux-là, plus on va équiper les futurs managers, les salariés de demain à la prise en compte d'un certain nombre de facteurs, plus demain, on aura quand même, a priori, dans les organisations, par effet de capillarité, des choses qui pourront peut-être bouger. Donc moi, je pense que ça, c'est quand même extrêmement important de le rappeler. Après, voilà, il va y avoir des changements de génération, il y a des écoles qui évoluent, qui bougent, il y a la formation continue qui est quand même aussi interpellée, parce que voilà, l'offre, on la connaît, mais cette offre, elle répond aussi à une demande. Donc je pense que, au-delà de stigmatiser responsabilité des uns, responsabilité des autres, c'est plutôt comment chacun, en fonction de sa place, peut peut-être faire bouger les lignes, y compris les entreprises, dans leur réflexion un peu plus globale par rapport au point que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Voilà, donc la QVT, c'est un cheval de Troie, c'est une porte d'entrée parmi d'autres, mais qui peut être intéressante à certaines conditions. Et pas une démarche en plus. On va rester sur ce mot de la fin. Ça serait sans doute intéressant de savoir, vous, Monsieur Bracmont, comment la formation continue se développe en cohérence avec les pratiques managériales dans l'entreprise, comment on crée de la cohérence entre ce qu'on demande aux managers et puis le comité de direction. Autour d'un cocktail, ça peut se faire.